que Gilbert Simondon afasta do universo da mecanologia, ao contrário de Karl Marx, que tenta tirar dos homens e colocar na máquina esse condão. Contudo, existe essa figura do trabalhador, que conhecemos de Ernst Jünger, e essa figura do trabalhador recai tanto sobre o homem como sobre a máquina e leva a um excesso de concentração na realidade do trabalho, no mercado do trabalho, que Hartmut Rosa explora nessa alienação, que chama alienação pelo trabalho. Trabalhamos mais e estamos alienados pelo trabalho, como autores estaríamos alienados pela religião. E o Pascal Chabot identifica uma patologia crónica, uma espécie de combustão espontânea, que é o global burnout, o esgotamento do trabalhador, dessa figura do trabalhador que o Ernst nos tinha falado, mas que, porque o Pascal Chabot é um simondoniano, não é essa visão apocalíptica que geralmente temos com o Virilio ou com tantos outros, como o Baudrillard, que veem toda a nova tecnologia caminhar por uma espécie de abismo. O Pascal Chabot é mais otimista nesse sentido, apesar de identificar feita esta pequena nota em português, o debate está aberto em francês ou em inglês. Gostaria de saber se alguém já tem alguma questão para colocar ao nosso filósofo convidado. Non? Deux questions. Bonjour, je vais essayer de les faire en français. Alors, deux questions. Une, c'est de questionner la division entre utile et subtil. C'est-à-dire, dans la technologie, apparemment, vous disiez qu'il y a un procès de capitalisation, il ne faut pas tout réinventer. D'accord, mais est-ce que ça n'est pas de faire de la technologie une sorte de destin aussi? C'est-à-dire, les technologies sont déjà préoccupées avec nous. Il y a une préoccupation dans le sens qui nous occupe et détermine nos gestes. Ils ont des manières de faire qui sont impliquées dans la technologie qui existe. Est-ce qu'il ne faut pas être très subtil dans le sens qu'il faut questionner et pas seulement partir d'où nous sommes dans cette procès de capitalisation? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la question de la croyance, parce que vous parlez de l'assédie, et il me semblait que vous disiez quelque chose de positif sur l'assédie comme ce point où la croyance s'épuise. Alors, mais à la fin, ce que vous proposez, c'est une sorte de nouvelle douce croyance par opposition à la accélération, c'est-à-dire qu'il faut avoir des conditions pour avoir une croyance dans ce qu'il y a, dans la façon dont les choses vont. Et alors, est-ce que le cynisme ne peut pas être très salutable, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire là, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des formes d'assédie face à cette croyance? Parce que je crois qu'il y a de l'accélération, mais il y a plein de choses, plein d'institutions qui continuent parce qu'ils font son travail d'une façon assez douce. Et alors, on croit. Voilà. Pascal, est-ce que tu peux répondre en anglais? Excusez-moi, seulement pour ouvrir le débat. C'est possible pour toi? Oui, l'impression que c'est plus universel ici que le français. Alors. Oui. Mais si tu crois que tu poses... Écoute, peut-être à celle-ci,
Tu vas répondre en français. Ouais, mais sur le cynisme, je voudrais vous dire une chose sur le cynisme. Dans le cas de burn-out, effectivement, on voit du cynisme très souvent. C'est la première des symptômes. Le médecin, c'est un médecin qui m'a dit, les médecins savent bien qu'ils sont en burn-out quand ils disent à leurs patients, vous savez, vous allez quand même mourir. Freudenberger dit, un cas de cynisme, c'est la personne qui essaie de guérir des alcooliques et qui un jour lui dit allons boire un verre de vin. C'est toujours ça. Il y a un proverbe anglais, je ne me souviens plus lequel, mais qui dit le cynisme, c'est la pièce dans un canon qui fait en sorte que le canon fonctionne mal et que l'obus il se retourne contre celui qui tire. Ça, c'est le cynisme pour les Anglais. Et donc, effectivement, ce cynisme-là existe, et ce cynisme-là, c'est la fin de toute croyance, puisqu'on ne croit plus à soi. C'est le pire des moments. Je crois que ce moment cynique a une importance, il est presque nietzschéen. Hein, il est vraiment le moment où on utilise le marteau. Mais pour moi, ça ne peut pas être le dernier la dernière des étapes. Et il reste de la croyance. Il reste de la croyance. Il reste de la croyance, mais il faut voir laquelle. L'ascédie était quelque chose qui était très douloureux pour un moine, par exemple. Quelqu'un qui avait prié toute sa vie, etc., qui à un moment est incapable de prier, c'est énorme. Je crois que, en tout cas en psychopathologie, dans les gens qui ont eu des burn-out, ce dont ils ont besoin, c'est de nouvelles croyances, mais liées à eux-mêmes, qui ne soient plus du tout des croyances du système, qui ne soient plus du tout des croyances venues de l'extérieur, donc des croyances plutôt internes. Et c'est ça que j'essaye de mettre sous ce mot de subtil, hein, sous ce mot de progrès subtil. Je suis en train de, pour le moment, écrire un livre pour voir ce que ça pourrait être et faire venir peut-être avec André Breton, peut-être avec Paul Valéry, quelque chose. Mais je ne pense pas que le nihilisme, soit une attitude de résistance. Le nihilisme, c'est l'attitude de l'individu qui devient néant. Je crois justement que c'est en mettant en avant de nouvelles forces, d'autres types de progrès, d'autres types de croyances qu'on peut faire évoluer les choses. Mais ça, c'est de l'ordre de la croyance, et peut-être on ne les partage pas, mais... Obrigada. Apenas dizer que dentro deste quadro conceptual do Global Burnout, que de alguma forma que causa algum transtorno a agentes do poder, porque há uma espécie de perda de fé, daí o ACD, em relação até ao próprio capitalismo. É que este esgotamento leva a essa perda de fé, que outrora na era medieval suscitou a perda de fé em Deus e que foi condenada pelo pecado mortal da preguiça. Existe mais alguma questão em inglês ou coisa assim? Há alguma questão? Portanto, para sonhar, se calhar, 2 questões, 3, para... Deixa-me marcar uma data. Trop long. If I speak in English, Yes, sorry, sure. to express myself. I just have a small question for you. You say just a short observation about technostatic conception on Simondon, and I think it's very important because we need to see the contemporary and first of all the modernity experience on that demand
of aesthetic comprehension, because only younger and the philosophers who talk about mobilization, like Heidegger, only enforce the aspect of technique and not aesthetic conception. So, and you say a lot about burnout, and we think, for me, it's very easy to think about the Baudelaire conception of flaneur. Flaneur is like the first individual who are not only moved by the technique experience about the shock, but an aesthetic experience, because the flaneur can capture the shock experience and turn into some aesthetic experience. And I think Baudelaire is the first man who think about that experience on the demand of a technical aesthetic conception. So if you can talk. Just 1 minute. There's another question, just because we have to finish the debate. Bonjour, je vous remercie par votre présentation, que j'ai trouvé vraiment intéressant, façon de Junger à Sloterdijk, à Simondon, à Ellul, et démontrant les différences et les évolutions. Et à la fin, vous avez mentionné que nous sommes, avec le burn-out, en train de changer, il y a une évolution de la civilisation. Et donc la question très difficile est, où est-ce que nous allons? Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Merci. Obrigada, e ainda aí uma senhora lá em cima, Manuel, podes fazer chegar. First of all, I want to thank you. I'm sorry, I'm going to speak in English because it's easier and faster to me. I want to thank you for your presentation, also for the movie. I think it was very interesting, all the image, the way you passed the message, and so on. The question I'm going to pose is about precisely the name of the movie, Simonon du désert. Pourquoi du désert? You mentioned a year ago that the individualization process has a way of interact in the society. I understand by that in the concept global burnout, it means that individual in the process of self-knowing and in a profound level, sometimes perhaps more subtle, could work better in the social when it works out that so-called pathologies. I don't know, and then I wanted to ask you if the choice of the loneliness, the desert, interacts with that concept. Muito obrigada. Eu só posso mesmo recolher mais uma questão ali. E depois temos que continuar. Penso que seja breve. Si tu vois l'importance de la distinction entre subtil et utile, alors comme dans une symphonie, tu vois l'importance d'écouter cette ligne et cette ligne. Et ce sont deux directions et des mouvements différents dans la même symphonie, parce que tu dis que ça existe déjà, le progrès subtil. Alors ce mouvement circulaire coexiste avec le mouvement linéaire. Où est-ce que tu vois la pratique, l'exercice de la coexistence, parce que tu dis après qu'il faut inverser les choses et faire le progrès utile
venir à la peine du progrès subtil. Et moi, je crois qu'il faut beaucoup travailler l'exercice de la coexistence, parce que ça n'existe pas, on remplace toujours. Et ça m'effraie un peu. Voilà. Thank you. I will try to answer in the language of the question. First of all, about techno-aesthetic in Simondon and the mention of Baudelaire, Flaneur. It's right that Baudelaire was maybe the first to develop an aesthetic conception about modernity, and we see it in the painters of Manet, for example, where there is contemporary shirts, and so it's a really important attitude, and I think Simondon has the right to develop this aesthetic, but we have also to mention that it's not politically easy to defend this kind of conception. We can here remind futurism of Marinetti, for example, and his famous quotation, there is nothing beautiful as a war. So we don't have to forget that we cannot only have an aesthetic of technology. That there is a dialogue of Plato where he's answering what is in the thought of a boat. There's a brilliant ship, a marvelous ship, and he wrote. It was really the most beautiful ship I ever see. But what does it transport? And is it in his thought something good or not good for the city? But Simondon, it's not his question. His question is a question of mentality, and it is why it's for me a good utopia. A good utopia, like the utopia of the Flaneur, is the one who develops a conception for individual, but without a political dimension. And to answer also your question, because there was a link between those two questions, to answer your question about the desert, it's the filmmaker François Lagarde who chose this title, Simondon du désert, Simondon of the desert. First of all, because he's an amateur of Louis Buñuel, and Buñuel made Simon du désert, and he has a title in his because when you have maybe the experience when we are working about Simondon and we are talking of Simondon with somebody who don't know Simondon, they sometimes ask Simondon qui? Simon qui? Simondon? Simon qui? Simon who? So we always answer Simon Dunn. So it was Simon Dunn of the desert, and this conception of desert was, in my experience, important because when I began to work on Simondon in 15 years ago, there was nothing, just one or two books, and it was really the desert in intellectual conception. And I think that in his life too, there was not a lot of contact between philosophers. So we have we try to in this movie to show a lonely inventor, as he said, a lonely inventor, but not so lonely because we are now here. Je voudrais répondre à monsieur aussi. Où est-ce que nous allons? C'est évidemment la question la plus difficile. Je crois que nous savons où nous ne voulons pas aller. Et c'est très socratique, en l'occurrence. Socrate disait mon daimon, mon démon, me dit toujours les chemins à éviter, mais il ne me dit pas les chemins à prendre. Et Bergson dit cela aussi. Notre rapport à l'éthique est souvent un rapport négatif. Il faudrait développer une éthique négative. Pas cela, pas cela, pas cela. Cela, nous le savons. Maintenant, décrire un futur possible, c'est évidemment la chose la plus difficile, puisque c'est... mais je crois que le futur possible pourrait se nourrir de quelque chose dans les mentalités qui est assez simondonien, mais je crois aussi
qu'il nous manque la personne qui développera une philosophie de l'économie et du lien entre technique et capitalisme qui sera cohérent. Je crois que jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup de philosophie de la technique, qui est, philosophie de la technique elle-même, mais la crise actuelle nous montre bien que nous ne pouvons plus continuer à faire une philosophie de la technique autonome et qu'il faut vraiment l'articuler à l'économie. Ça, j'en suis convaincu. Mais je ne connais pas de grande philosophie de l'économie. Et elles sont inventées, mais ce doit vraiment être un thème de recherche. Et par rapport à la question de Madame, qui est une très belle question sur l'utile, le subtil, sur les relations entre elles, effectivement symphoniques, on cherche des résonances entre les deux. Et on cherche quelque chose qui soit de l'ordre de l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de grands traités de philosophie de l'équilibre, je pense. Celui qui montre le mieux les relations possibles entre ces deux dimensions, pour moi c'est Bergson, à la fin des 2 sources de la morale et de la religion, livre de 1932. Il voulait écrire un grand livre sur la technique à la fin de sa vie, mais dans les années 30, il était trop fatigué, il savait qu'il n'avait plus le temps, et puis la guerre venait, et donc il a juste écrit Mécanique et mystique. Extraordinaire, extraordinaire. Pour moi, c'est le plus beau texte peut-être sur la technique qui est dans l'histoire de la philosophie. Et il a une conception où il dit on a été très très loin dans la mystique, c'est tout le Moyen-Âge, on a mis de côté l'aspect matériel des choses, on a été très très loin dans la mystique. Parce que l'humanité aime le drame, l'humanité aime les drames, l'humanité devient rapidement frénétique. Et puis, à côté de cette frénésie mystique, par la suite, après la Révolution française, on a eu une frénésie mécanique, et on est devenu de plus en plus mécanologique. Et donc, on est passé de l'un à l'autre. Mais Bergson dit, l'humanité, elle ne passe pas simplement d'un côté à un autre, elle progresse cependant en spirale. Et passer de l'un à l'autre, c'est quelque chose qui, pour Bergson, a été positif parce qu'on n'a pas oublié l'autre frénésie, et il y a quelque chose qui est un mouvement ascendant chez lui. Mais Bergson, c'est très visuel, hein, c'est très géométrique, je trouve. Mais c'est quelque chose d'un grand optimisme, mais cela veut dire aussi qu'on est en train de retrouver une nécessité de l'intuition, de la contemplation, parce que à la techno-esthétique, il faut continuer à avoir un pendant qui est un pendant lié à l'esthétique humaine. Merci beaucoup. Je remercie vivement à Pascal Chabot et à tous les intervenants por nos avoir acompanhado ao curso de 7 conferências. E agora vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Teremos de voltar muito rapidamente, já estamos muito